On occupait pendant la semaine le vestiaire des visiteurs. Et pour aller chercher nos équipements, il fallait traverser le vestiaire des pros. Attention, il fallait taper. Tant qu'ils vous disaient pas rentrer, on rentrait pas. Et après, avant d'aller chercher les affaires, on les saluait tous un par un. Et à Saint-Étienne, quand il faisait -20, on tapait et nous laissait 4-5 minutes dehors, ouais, en plein courant d'air. Et des fois, on tendait la main à Georges Paulny, il faisait semblant de mettre ses lacets, on attendait. Il avait les mêmes pieds, un peu plus petits que Bernard Bosquier, il le savait. Au mois de juillet, quand on reprenait chaque fois l'entraînement, il venait vers moi, il me disait, Jaco, je les veux pour dans 3 semaines, on a le premier match amical. Berrette et Carnus, ils savaient ça, que les vieux pros embêtaient les jeunes comme nous et tout. Ils disaient, non, non, ce que tu fais, tu les mets pas pendant l'entraînement, tu prends la douche avec, et après la douche, tu mets des papiers, et pendant 3 semaines, je prenais la douche avec les chaussures de Monsieur Bosquier pour que lui, il puisse les mettre, parce qu'à l'époque, les chaussures qui n'étaient pas des pantoufles comme maintenant, le cuir, c'était du cuir, hein, je peux vous dire. Nos bizutages à l'époque, quoi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast des légendes. Surnommé Jaco, notre invité d'aujourd'hui appartient lui aussi à cette mythique bande des 7 qui a remporté la coupe Gambardella en 1970. Il arrive à Saint-Étienne le jour où Neil Armstrong pose le pied sur la Lune et personne ne se doute encore que c'est un petit pas pour lui mais un grand pas pour le foot français. Petit à petit, les Marie-Louise, comme les appelait Robert Herbin, deviennent la pierre sur laquelle Pierre Garonner, Roger Rocher et Roby bâtissent l'église stéphanoise. Avec ses jeunes pousses formés au club, nommés Christian Sinaguel, Alain Merchadier, Christian Lopez, Christian Saramagna, Patrick Révelli ou encore Pierre Epellini, notre invité a écrit l'histoire d'un club qui allait enflammer toute la France à coups d'exploits aux 4 coins de l'Europe avant de s'incliner à une marche du bonheur contre le redoutable Bayern de Franz Beckenbauer. Dans le Forez, fidèle aux valeurs de respect du travail bien fait, il devient quadruple champion de France, double vainqueur de la Coupe de France, finaliste de la Coupe d'Europe des clubs champions en tant que joueur, et il continue sa moisson de trophées en tant qu'entraîneur en récoltant un championnat de France, le premier pour l'Olympique Lyonnais, une Coupe de la Ligue et une Coupe des Confédérations chez les Bleus. Notre légende aujourd'hui, c'est Jacques Santini, bien entendu. Jacques, nous sommes ravis de t'accueillir aujourd'hui dans le podcast des légendes. Tu es notre premier sélectionneur, donc nous sommes vraiment ravis de ça. Écoute, ça va être une partie de plaisir pour nous, j'espère pour toi aussi. Mets-toi à l'aise, prends un petit plaid, un petit chocolat chaud. Nous voilà partis pour cette aventure ensemble. Très bien. Est-ce que je peux ajouter une petite chose? bien sûr. Dans l'introduction, beaucoup de personnes, et quand vous citez Monsieur Herbin, Garonner ou Rocher, il en manque un qui, à mon avis, est le quatrième mousquetaire. D'ailleurs, au stade Geoffroy-Guichard, une tribune porte son nom, c'est Monsieur Charles Paré, qui était secrétaire général à l'époque. Et lorsque Monsieur Batteux a souhaité arrêter la direction de l'équipe professionnelle, Monsieur Paré a été un de ceux qui ont souhaité nous faire confiance, surtout avec les débuts de Roby Herbin comme entraîneur. Et je pense que beaucoup l'oublient. Et en plus, pour nous, ça a été pas un deuxième père, mais plutôt un grand-oncle, puisqu'on est tous arrivés entre 16 et 18 ans, donc en 69. Et même si qu'on était convoqués dans son bureau, ça chauffait beaucoup. Tout ce qu'il nous a dit au départ, l'image du club, la valeur du travail et du respect dans cette ville de Saint-Étienne. Donc je pense que Charles Paré, pour nous, est quelqu'un qui non seulement nous a marqué, mais un peu comme tous nos parents à l'époque, a été un guide dans cette traversée du football qui nous a tant apporté. D'accord, alors ce sera rectifié. Merci d'avoir précisé ça. C'est vrai qu'on l'avait effectivement un peu zappé, alors qu'on a eu quand même pas mal d'anciens Stéphanois sur le programme. Alors justement, comment se passent tes débuts? Quand commence la passion du foot pour toi? J'ai l'impression que ça commence un peu avec ton papa, c'est ça? Papa et mes deux oncles, mon oncle parrain s'occupait du club de Fèche-le-Châtel dans le Doubs,
un petit village à côté de Sochaux et des usines Peugeot. Et mon oncle et mon papa étaient joueurs dans ce club de Fèche-le-Châtel qui, à l'époque, malgré que ce village ne comportait que 2500 habitants, on jouait dans le grand championnat de Division 3 de l'époque, CFA même, où il y avait beaucoup d'équipes lorraines et surtout alsaciennes. Je me vois pas dans ma jeunesse de mes premiers souvenirs autre chose que des terrains de football, le quart quand on accompagnait l'équipe à l'extérieur, ou bien entendu que ce soit dans la cour d'école ou dans la cour d'église, des matchs jusqu'à la nuit tombante avec mes copains de l'époque à Fèche-le-Châtel. Et quel type d'élève tu étais à l'école? Très bien, très bien. Très, très bien. Je dirais, on était là aussi 4 copains, dont un qui est encore un ami qu'on se voit régulièrement. On était toujours les 4, comme on le dit en France, à se tirer la bourre pour être premier, deuxième, troisième, puisqu'à l'époque, nous étions que des garçons. Il y avait l'école des garçons. Mais comme il y avait des remises des prix, bien sûr, on voulait un peu comme on dit, cela jouait avec l'école des filles qui était à quelques centaines de mètres de la nôtre. Et bien sûr, toutes les fêtes du village, bien entendu, on était rassemblés, mais j'étais un très très bon élève à l'époque. Et qu'est-ce qui impressionnait plus les filles, être bon sur le terrain de foot ou récolter des prix à l'école? Ah ben non, c'était plutôt bon, on était quand même très très jeunes, mais c'était surtout comme on était vraiment mélangés dans ce village, c'était surtout l'hiver où quand on faisait les batailles de boules de neige ou des matchs, je dirais à se toucher, je dirais que c'était là où il fallait montrer qu'on était capable de toucher les filles plus vite que les copains, quoi. Voilà, c'est ça. D'accord. Bon, après, c'est vrai que quand on a commencé, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas comme maintenant les équipes, je dirais très jeunes, hein, qu'on appelle l'école de foot. Et après, il y avait eu aussi, bien avant, les équipes qu'on appelait Poussin-Pupille. Nous, on était directement minimes, donc c'était déjà 11 ans, 12 ans. Mais comme j'étais déjà un peu grand par rapport à certains copains de l'époque qui étaient devant moi, bon, maintenant, il y a prescription. J'ai joué souvent sous fausse licence en équipe minime parce que au-delà que bon, je me défendais pas trop mal, l'entraîneur avait du mal de trouver des fois 11 joueurs dans ce petit village. Donc on prenait des licences de minimes voilà qui n'étaient plus là et jouait pas mal de matchs sous fausse licence. Et une anecdote que j'ai bien entendu raconter à mes enfants et maintenant à mes petits-enfants qui sont un peu amoureux eux aussi du football, c'est qu'un jour on m'a donné une fausse licence pour aller jouer contre les grands cadets de Sochaux à l'époque. Même si c'est pas glorifiant, nous avions pris 22-1 ce jour-là. Et quand je suis rentré, mes 2 grands-mères, puisque mes parents tenaient un hôtel-restaurant, donc mes grands-mères aidaient mes parents un peu à la cuisine, ils m'ont dit, bah, toi, il vaut mieux arrêter le football. Et j'avais 11-12 ans à l'époque. Ah Et oui, heureusement que j'ai pas sympa. écouté mes deux grands-mères, quoi, voilà. Ah oui, ne pas écouter les anciens. À l'époque, c'était rare qu'on n'écoutait pas les grands-parents, mais bon, cette fois-là, j'ai bien fait. Bon, j'ai été aidé aussi par mon papa. Il m'a dit, ne les écoute pas de toute façon, quoi, hein, quoi. Mais donc, tu étais surclassé ou c'était l'inverse? Non, non, je jouais sous fausse licence, voilà. Mais après, une fois qu'on était minime, on était surclassé pour jouer en cadet, en junior. Ça a été ma dernière saison avec le club qui m'a formé grâce à mes parents et à mes 2, 3 entraîneurs, puisque mon village et mon club de foot étaient réputés à l'époque. Ceux qui venaient jouer savaient que c'était pas une partie de plaisir, et donc ma dernière année sous ces couleurs-là, je l'ai faite en étant cadet 2, mais en jouant presque toute l'année avec les seniors en division d'honneur. L'entraîneur était mon papa, les dirigeants étaient mes 2 oncles. Nous avions fini deuxième du championnat. L'équipe a failli monter à l'époque en division 3. Et surtout, nous avions gagné ce qui était quelque chose d'extraordinaire à l'époque. Nous avions gagné la Coupe de Franche-Comté 1-0 contre l'équipe, bon, ça veut pas dire grand-chose, mais c'est Baume-les-Dames, qui cette année-là avait fini juste devant nous en championnat et toute la semaine se glorifiait dans les journaux de dire on va faire le doublé, on va faire le doublé.
Et bon, on a gagné 1-0 et le buteur, comme je jouais à l'époque plutôt avançante, c'était moi sur une passe d'un de mes amis d'enfance qui est venu des années après mon beau-frère. Donc, vous voyez, dans les Ah petits ouais. villages, tout se recoupe. Voilà, mais ça a été une immense joie parce que mon papa l'avait gagné en tant que joueur, en tant qu'entraîneur avec Maison. Donc, excusez-moi, j'en ai encore un peu les larmes aux yeux parce que je vois mon papa, parce que c'était une coupe assez compacte, mais très lourde. Et il fallait peut-être être deux pour la porter. Voilà, exactement. Et c'est un des plus beaux souvenirs de mes débuts de footballeur, mais d'enfance et de fils ou de neveu de toute cette fratrie Santini qui a porté ce club franc-comtois pendant de longues années. Et t'avais quel âge à ce moment-là quand tu gagnes cette coupe? Ben, j'allais avoir 17 ans et donc je savais depuis quelques semaines, on va peut-être y revenir pourquoi Saint-Étienne et pas d'autres, que j'allais partir effectivement à Saint-Étienne. Voilà. Donc c'était vraiment le sorte de ton jubilé dans le club, quoi. C'était vraiment le Ouais, c'est un dernier peu ton match. cadeau de départ, ouais. Voilà, un cadeau, mais comme on dit, hein, si j'ai pas eu mes coéquipiers de l'époque, notre gardien de but qui non seulement avait arrêté un penalty et qui avait fait un match extraordinaire, il s'appelait Jean Garcia, qui était plus qu'un coéquipier, un ami de la famille. C'était pas un cadeau, mais c'était un moment fort pour moi. On sent encore l'émotion des années plus tard, hein, parce que c'était quoi, il y a 50 ans? Mai ou juin 69, quoi. C'était quelques semaines avant mon départ à Saint-Étienne pour retrouver des copains que j'avais déjà côtoyés ou pendant les stages, pendant les vacances scolaires que Saint-Étienne nous faisait passer, ou même deux ou trois avec les présélections ou sélections en équipe de France junior de l'époque. Alors justement, à cette période-là, donc t'es quand même dans un club qui est coté. Tu joues en senior alors que t'as que 17 ans. Il y a beaucoup de clubs qui s'intéressent à toi, à part Saint-Étienne? Oui, il y en avait beaucoup. Donc, il y avait bien entendu Sochaux. J'allais à l'école à l'époque à Montbéliard. Donc, au niveau géographique, pour ceux qui ne connaissent pas Sochaux-Montbéliard, c'est deux villes qui sont autant maintenant avec les constructions, mais qui touchaient. Je savais qu'il y avait Nantes aussi. Un peu Lyon, parce que comme je côtoyais deux, trois joueurs, dont avec un ou deux Stéphanois, qui est mon ami depuis cette époque-là, Bernard Lacombe, qui en avait parlé parce que lui venait de rentrer à l'Olympique Lyonnais, et il en avait parlé parce que on se tirait la bourre, lui en cadet du Lyonnais et moi en cadet de Franche-Comté. On se disputait déjà des matchs avec les cadets du Lyonnais, lui et moi cadet de Franche-Comté, et puis nous étions les plus jeunes à l'époque à côtoyer déjà des grands joueurs en équipe de France junior. Je vous citerai qu'un Serge Chiesa qui pour moi a été un modèle. Bien sûr, on l'a tous, même moi en étant adversaire, quand je le côtoyais, je comprenais pas qu'il ne puisse pas aimer ou aller en équipe de France. Oui, c'est celui qui a dit non. C'était un joueur extraordinaire. Tout le monde l'appelait le petit, quoi. C'était pour ceux qui connaissent Alain Giresse, c'était un peu ce profil-là, encore plus fin, encore plus technique, qui lorsqu'on faisait les derbies, nous faisait tourner en bourrique, quoi. Tellement, voilà. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est côtoyé déjà avec tous ses copains, même adversaires de l'époque, quoi. Donc, c'était les trois, quatre clubs. Mon papa, qui avait été une année à Sochaux, ça s'était pas très bien passé avec les dirigeants, ne souhaitaient pas. C'est la rancune familiale Voilà. vis-à-vis de Sochaux. Voilà, Lyon n'avait pas les éléments aussi bien de structure politique déjà des jeunes comme pouvait l'avoir aussi bien Nantes que Saint-Étienne. Et puis pour remettre les choses dans le contexte, en 69, il n'y avait pas les moyens je dirais aussi bien voiture que TGV ou les infrastructures autoroutières de l'époque. Et déjà pour que mon papa décide, ma maman à me laisser partir et ma grand-mère paternelle, maternelle, parce qu'hélas ma grand-mère paternelle nous avait déjà quittés quelques années auparavant. Donc ça a été déjà difficile pour mon papa de décider ma maman et parce que ma maman bien sûr voulait que j'aille à Sochaux quoi voilà quoi. Ouais, bien sûr, juste à côté, quoi.
Juste pour revenir sur le côté familial, j'ai lu quelque part que ta famille était d'origine sicilienne, que tu avais eu Oui. des grands-parents à Chicago dans la mafia. Donc c'est pour ça la rancune. Est-ce que les Sochériens ont eu un petit peu peur justement? C'est peut-être pour ça que j'ai peur de Tout des se sait, je représailles. vois. Tout se sait. Ouais. Avec mon cousin qui a quelques années, le fils d'un des deux frères de mon papa, qui était plus âgé que moi. L'anecdote, c'est que quand je me suis marié, j'ai souhaité qu'un des frères de mon papa, l'aîné, Lini, qui s'appelait, soit mon parrain. Parce que comme mon papa était restaurateur, hôtelier, donc il n'est pas des fois le temps, alors que j'étais toujours avec mon parrain, aller voir d'autres matchs où, bon, il s'occupait de moi comme mon papa s'occupait, quoi, voilà. Et je l'ai mis parrain. Je l'ai mis témoin, pardon. Et quelques jours avant le mariage, l'adjoint au maire, puisque le foot était toujours prioritaire, je me suis marié un lundi, mais le mercredi ou le jeudi, il m'appelle, il me dit passe à la mairie, il faut qu'on voit quelque chose et tout. Il me dit mais ton parrain et tout, ah ben oui, il habite Fèche, il travaille à l'époque, il y avait les usines Japy, là, les casseroles Japy. Le FBI le recherche. Mais t'as vu où il est né? Moi, je dis, bah non, il s'appelait Monsieur Loher, qui était adjoint également au sport de Saint-Étienne. Je dis, bah non, je sais, non, 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 non. Et il me montre effectivement un village, Pawtucket, Chicago. Je rentre le soir donc à l'appartement, mais à l'époque il n'y avait pas les portables et tout, donc je fais le numéro de chez moi, de mes parents. Il devait arriver donc 2 jours après, puisqu'il voulait venir aussi voir le match. On jouait contre Angers, donc la veille de mon mariage. Et j'ai dit, mais papa, il me dit, ouais, ouais, écoute, alors déjà qu'il parlait pas beaucoup, mon papa, donc là ça a été. Le Donc, mutisme encore pire. ma maman prend le téléphone, il me dit qu'est-ce qu'il y a? Et j'ai dit non. Et puis je sentais que fallait que ça reste un peu. Donc Tabou. Ouais. le Tabou. mariage se passe, du moins. Et mon cousin, je le vois bien sûr pendant 2, 3 jours. J'ai dit mais t'as vu Serge? Qu'est-ce qu'il... Il me dit écoute, moi je sais pas. Oui. Et le lendemain, avant que mes parents et toute la famille remontent de Saint-Étienne, donc sur Fèche-le-Châtel, donc là il y avait mon grand-père paternel, les 3 frères, mon cousin et moi. Mes cousines n'étaient même pas conviées à ça. Donc le résumé de tout ça, c'est que mes grands-parents, bien entendu à l'époque, dans les années 1900, 1910, n'ayant pas de travail, ont été en Italie. Et bon, quand vous voyez les films, effectivement, comme Le Parrain ou des choses comme ça, c'est un peu la jeunesse. Et donc, mon grand-père travaillait un peu dans un petit magasin d'alimentation, mais le soir, parce que ben, il n'avait pas d'argent, il était veilleur de nuit dans une usine de textile. Et effectivement, les gens de la mafia venaient avec des gros camions. Ils prenaient quelques rangées, vous savez, de ces longs Le rouleau, ouais. Rouleau de tissus. tissu. Voilà, des rouleaux, et ils les mettaient devant, et derrière, il y avait les caisses de contrebande, quoi. Pratique pour transporter des corps aussi, hein. Et un matin, il y a un gars un peu qui veillait à tout ça, il est venu, il a dit à mon grand-père, il dit, il faut que tu partes, on a été vendu, ça va être une rafle totale. Et mon grand-père a eu juste le temps d'aller dans le petit appartement où étaient ma grand-mère et mes 2 oncles. Ma grand-mère a pris 1 ou 2 sacs comme ça, mon grand-père a pris mes 2 oncles sous le bras et ils les ont mis sur le bateau. Ils ont rejoint donc la région de Fèche-le-Châtel où une des sœurs de ma grand-mère paternelle vivait déjà. C'est comme ça que mes 2 oncles sont nés aux États-Unis et mon papa est né en France. Voilà. Incroyable quand même, de Chicago à Franche-Comté. C'est Sicile, Chicago, Franche-Comté en une vie. Voilà. Comme j'ai toujours été intéressé par beaucoup de choses, c'est aussi pour ça que mes 2 oncles s'appellent Lini et Léo, des noms italiens. Et déjà à l'époque, les oncles m'ont raconté un peu tout ça, nous un peu moins. La génération qui a suivi avec mon cousin, tous les problèmes d'intégration à l'époque, je vous dis pas, moi je les entendais quand l'équipe allait jouer en Alsace et tout ce qu'ils entendaient, mais puisqu'il y avait beaucoup Ah bah d'Italiens dans l'Alsacien l'équipe. est pas bienveillant, ça c'est Et sûr. c'est pour ça que mes grands-parents, ils ont appelé mon papa Jean. Ils ont mis déjà un nom, un prénom français, parce qu'il y avait déjà beaucoup de problèmes à l'époque avec ceux qui arrivaient, comme les Polonais ou les Italiens à l'époque, qui étaient beaucoup dans la région de Franche-Comté. Voilà. Waouh, belle histoire. Merci. Oui, très belle histoire. Ce qui est intéressant, c'est souvent cette histoire de tabou familial. Ah ben oui,
tu découvres à 25 ans, je sais pas, tu t'es marié à 20 quel ans, âge? 20 ans, 21 ans, puisqu'à l'époque, la majorité était à 21 ans, il fallait même l'autorisation des parents, non seulement pour se marier, mais qu'on était parti avec toute la bande que vous avez citée, on avait devancé l'appel, donc on était tous partis entre 18 et 20 ans à l'armée, et il fallait l'accord de nos parents pour pouvoir aller à l'armée aussi, quoi. Voilà. T'as attendu 21 ans pour connaître un peu l'histoire familiale, quoi. Donc c'est quand même. Et aussi d'avoir mis mon parrain. Si j'ai pas mis mon parrain, peut-être que euh, On comment les avait, et ils auraient les découvert. enfants de mes cousins, de mes cousines et les deux miens, quand je leur racontais ça avec leur grand-père, ils étaient comme des gamins, quoi. Comme c'était encore plus beau que de leur dire que le Père Noël existait, quoi, parce que eux, ils Ouais. voyaient ça à la télé et je m'en rappelle, ils s'imaginaient des trucs. Papa, tu te rends compte, on aurait été là-bas, voilà, quoi. Donc Mais ce qui est marrant, c'est que c'est le parrain. C'est encore plus marrant que ce soit ton parrain. C'est-à-dire, ça aurait pu être voilà, n'importe quel. voilà. Autrement, je vous dis, peut-être, je veux pas dire que je l'aurais jamais su, parce que à un moment donné, peut-être que les oncles ou mon papa, voire mon grand-père paternel, quand il est, Ou le FBI. oui, non, oui, c'est venu les chercher à l'époque, Ouais. voilà, quoi, voilà, voilà. Donc tu décides Saint-Étienne un petit peu, si je comprends bien, par animosité ancestrale vis-à-vis de Sochaux et aussi parce que les infrastructures de l'époque sont quand même beaucoup plus développées. Oui, puis il y avait vraiment un projet, quoi. Et Nantes, c'était un peu loin, c'est ça? C'était pour Nantes? Voilà, bah oui, de fait, je fallait traverser, comme je vous dis déjà, pour aller à Saint-Étienne, je peux vous dire, en train, c'est pas comme maintenant où avec les infrastructures autoroutières, hein, il n'y avait pas le trajet Sochaux-Beaune n'existait pas, il y avait que donc la fameuse A6, A7 qui était, donc c'était la croix et la bannière, donc voilà, et Alors juste avant, quand tu as 16 ans, tu passes le concours du jeune footballeur. oui, Est-ce que tu peux un peu expliquer à nos auditeurs un peu plus jeunes qui connaissent pas? Alors c'est un peu un concours mythique, je crois que Larquet l'a gagné. Saramagna. Saramagna, donc ton année à toi, tu termines 10e, Saramagna le remporte, c'est ça? Tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'était que ce concours? Alors, c'est un concours qui était basé uniquement à 95% sur la technique. Donc, il y avait un parcours où il fallait passer entre des piquets, tourner autour de fûts ou de gros bidons d'huile, sauter des petites haies et surtout aussi jongler à la sortie avant la fin du parcours et essayer de marquer 100 rebonds dans une cage vide. Ça, c'était la base du concours. Et à l'issue de tout ça, il y avait la deuxième phase où là aussi, tout était technique. C'était des passes courtes, des passes longues, des diagonales, des tirs avec le pied droit et le pied gauche. Et donc, vous étiez noté et voilà. Le matin, ce concours-là, la Franche-Comté n'avait droit qu'à 2 sélectionnés. Donc, pour être dans les deux, je peux vous dire que, et c'est là déjà que, on reviendra après avec Monsieur Garonner. Et donc, la première année, je suis que KD1 et donc je finis 21e aux portes de la finale parce que l'après-midi, avec les 20 meilleurs qui pouvaient faire. Et pour revenir à mon papa, c'est un peu comme ceux qui vont voir le bac, vous savez, s'ils sont dans la liste. Et la première fois, j'y croyais pas, mais c'est ce qui m'a un peu pénalisé quand je voyais tous les noms qu'il y avait ou des grandes villes, des grands clubs, Marseille, Lyon, Bordeaux. Les gars, ils venaient de ces clubs-là à l'époque, hein. Et donc moi, déjà petit, j'étais passé devant la plupart de mes copains socialiens qui étaient en sélection de cadets de Franche-Comté avec moi. Et j'ai fini derrière Alain Janton, qui était déjà plus ou moins dans l'équipe pro de Besançon en D2, quoi. Et déjà, ça est marqué qu'un joueur d'un petit village soit sélectionné dans les deux. Et donc, la deuxième année, je vois que j'étais 17e, quoi. Mon père, qui était encore plus fébrile que moi, il n'y a pas été. Et quand il m'a vu rentrer, il était tellement content que voilà, quoi. Toujours pareil, un petit club, croire en ses possibilités. Et l'après-midi, j'ai fait des choses extraordinaires, mais Sarah, entre autres, et les autres qui étaient devant moi, même si je crois que l'après-midi, j'avais fini 2 ou 3e sur 20 sur tout ce qui était technique, parce qu'à l'époque, bien sûr, le mur du bar-restaurant, il est tout zébré. Que mon père, dès que j'avais 5 minutes,
il m'apprenait à faire une passe de l'intérieur pied droit, reprendre pied gauche et tout. Et j'étais déjà un des seuls à l'époque de pouvoir utiliser pied droit, pied gauche sur les terrains, quoi. Voilà, quoi. Donc, oui, et bien entendu, en plus, comme en arrivant à Saint-Étienne, on était dans le même appart avec Sarah, et donc Christian Saramagna, mais c'était son surnom, Sarah. On a parlé souvent de ces 2 jours à Paris, quoi, puisque on avait aussi le droit, le lendemain, d'assister au final de la Coupe de France. La première année, c'était Lyon-Sochaux, et la deuxième année, est-ce que c'était un signe? C'était Bordeaux-Saint-Étienne. Saint-Étienne gagne 2-1. Dernier match de Rachid Mekloufi qui marque 2 buts, dont un sur penalty, avec le ballon Unga à l'époque. Voilà, quoi. T'as une mémoire assez stupéfiante, hein. Que tu te souviennes de tous ces détails, de tes matchs, de tes finales de Franche-Comté, de la finale de Coupe de France des buteurs, c'est remarquable. Enfin, Ouais. j'ai l'impression, enfin, c'est quelque chose qu'on te dit souvent, que tu as une mémoire dingue. Ouais. D'accord. Ouais. Et on se bat souvent parce qu'il y en a un qui est aussi du côté adversaire à l'époque, mais maintenant d'ailleurs je mange avec lui demain midi, puisque je suis très près de Lyon maintenant, je mange avec Bernard Lacombe, et Bernard est un peu comme moi quand on se souvient de tout ça, quoi. Et l'anecdote, c'est qu'il raconte maintenant que je vais régulièrement au Groupama, là, au stade de Lyon, puisque je suis à une vingtaine de minutes, donc je vais y aller pour Lyon-Marseille de dimanche prochain. Il raconte que quand j'ai marqué le 5e but du penalty, quand on les a battus en Gambardella 5-4 au penalty, il dit que j'ai tapé le poteau, que le ballon a roulé sur la ligne, que ça a tapé le gardien de but, alors qu'il n'y a rien de tout ça, quoi. Mais à Ah, chaque fois, il l'a dès qu'on encore voit mauvaise. quelqu'un de nouveau, parce que bon, on est un peu lié aussi maintenant avec pas mal d'ex-sportifs, il faut qu'ils racontent comme ça, comme Cette cette anecdote. bêtise et tout, quoi, voilà. Le mauvais perdant 54, Ah oui, 54 ans mais plus voilà. tard. Et moi, je lui dis, mais de toute façon, vous nous avez battus l'année d'après, ils nous ont battus. Mais bon, la plupart, Patrick, Sarah, Christian Sinagel, n'étaient plus dans notre équipe puisqu'ils avaient un an de plus, quoi. Et je Ah lui oui. dis, mais on vous en a fait cadeau parce que vous pleuriez tellement l'année d'avant. Voilà. Ah, le trash talking des années plus tard. Ah ouais. Et Jacques, si tu n'avais pas été footballeur, tu aurais fait quoi comme métier après tes 17 ans? Alors, comme j'avais été marqué par mes 2 instituteurs de CM1 et CM2, qui étaient aussi d'excellents footeux, ben, j'aurais peut-être été dans... J'ai toujours eu, pour diverses raisons, toujours envie de transmettre. Alors que peut-être ces 2 instits étaient... Voilà, donc... mais bon, le mardi après-midi, il fallait que tout le monde fasse 5 fautes, moins de 5 fautes à la dictée pour aller jouer sur le terrain, quoi. Donc, je peux vous dire qui faisait 10-12 fautes régulièrement, là, voilà quoi. Mais bon, les instituteurs étaient derrière et par exemple, pour dire, je sais pas moi, les mouches, ils oubliaient souvent le S et l'instituteur était derrière, il faisait les mouches. Les autres, ils mettaient le S, quoi, pour pas qu'ils fassent sa faute. Et bon, mais comme ils voulaient jouer encore plus que nous, les instits, voilà, donc, C'est ça, ouais. mais ben, je peux vous les citer, hein, c'était Monsieur Cuneau et Monsieur Deveau. Vous voyez, ça me revient comme ça, leur nom, voilà, quoi. Voilà. Et Incroyable. donc, tu aurais été instituteur ou professeur. C'était ça le plan de Peut-être, carrière. Ouais. peut-être. Ou gangster en Sicile. C'était Non, la non, non, deuxième non, non, option. non, 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 non. Très bien. Et donc, là, tu débarques à Saint-Étienne. Oui. C'est quoi tes premiers sentiments? Pour finir, Monsieur Garonner m'avait détecté quand j'étais cadet de Franche-Comté. Donc, on avait fait plusieurs matchs et surtout, on avait fait un aller-retour contre le Lyonnais où il y avait Domenech et surtout Bernard Lacombe, quoi. Donc, au match aller, on fait un but de Bernard Lacombe et un but de moi. Et au retour, ils nous battent 4-2. Bon, ils nous mènent rapidement 3-0, 2 buts de Bernard. On revient à 3-2. Je marque 2 buts et puis ils nous marquent à la fin. Mais bon, à l'époque, Lyonnais et Franche-Comté, et comme on dit, il n'y avait pas... Mais on les a inquiétés, et bien sûr, M. Garonner me suivait à cette époque-là. Sur les recommandations aussi, c'est là où Saint-Étienne et Nantes étaient en avance. M. Garonner était en contact avec les CTR, ce sont les conseillers techniques régionaux de l'époque, donc de Franche-Comté. Le monsieur s'appelait M. Paul Vartel, qui était bien entendu un ancien socialien. Bien sûr, mon papa lui a dit, quand il avait choisi Saint-Étienne avec mon oncle Léo Elini, il lui avait tout de suite téléphoné en lui
disant, il a dit, mais de toute façon, il va faire le bon choix, quoi, parce que il savait, non, mais il pouvait pas le dire contre son club de l'époque, mais il savait que Sochaux n'était pas armé à l'époque. Plus pour préparer les jeunes comme Nantes, Lyon, mais surtout Nantes et Saint-Étienne à l'époque, quoi. Voilà. Donc, tu arrives juillet 69, tu arrives à Saint-Étienne, comme tu dis, tu t'installes avec Sarah Magna, vous êtes un peu tous dans le même appartement, il me semble. Hein. On est 4, mais comme vous avez parlé de Monsieur Armstrong, Monsieur Garonner nous avait donné un petit morceau de papier pour nous donner 2 adresses, quoi, l'adresse de notre appartement et l'adresse du siège de l'AS Saint-Étienne, qui n'était pas à l'époque comme maintenant dans le stade directement, quoi. Et je suis arrivé le premier, et effectivement avec Armstrong en haut. Je me disais tout à l'heure, si ça te tombe sur la tête, voilà. Et puis arrivé, donc à l'époque, il y avait donc Pierre Repellini, Alain Merchadier et Christian Saramagna. Oui. C'est rue Termier, hein, c'est ça? Nous, on était rue Pierre Termier et les autres, Patrick, Sinaguel, tout ça, étaient rue Brossard. Cette allocation était basée sur du hasard, il n'y avait pas de raison particulière. Alors non, il n'y avait pas trop de hasard parce que j'avais déjà fréquenté Pierre en équipe de France junior à l'époque de Cherskiesa et avec Saramagna et Merchadier, on était dans l'équipe de France junior de 69-70 puisqu'on a fait toutes nos armes ensemble, sauf Alain qui a été blessé gravement à l'époque. Il était juste rentré pour la demi-finale, je crois, et la finale Gambardella de l'époque, mais ça l'avait privé du tournoi final junior à l'époque en Écosse, où on s'était fait éliminer, c'était pas les corners ou les pénaltys comme maintenant, on s'était fait éliminer à la pièce par l'équipe d'Allemagne de l'Est de l'époque, qui eux ont battu en 70, pareil, à la pièce, l'équipe de Hollande, où il y avait Niskens, Riesbergen, Johnny Rep, qui 4 ans plus tard ont perdu la finale de la Coupe du Monde à Munich contre l'Allemagne à l'époque. Ouais, donc, c'est pour ça que comme on partait régulièrement en stage, Monsieur Garonner nous a mis ensemble. Et après, il a fait passer Pierre Repellini aussi rue Brossard parce que Christian Lopez nous a rejoint en octobre-novembre 70 et lui touchait aussi déjà aux présélections juniors. Ça se passait à Paris, donc c'était plus facile d'être ensemble les 4 quand on partait pour les stages de l'équipe de France junior. Si je comprends bien, il y a un peu 2 clans, enfin pas au sens négatif du terme, hein, mais il y a le clan des sudistes. Ah ben là oui. Et le reste, hein, c'est ça, il y avait un peu une ligne de démarcation entre les deux. Il n'y avait pas le reste, on n'était que 2. Il y avait le pauvre Christian Sinagel, le ch'ti, quoi. Ouais. Qui est venu manger samedi à la maison là avec un groupe d'amis stéphanois. Et moi, et alors là, je peux vous dire que tout ce qu'on a ramassé pendant plusieurs semaines à se moquer de notre accent et tout ça, puisque le mien étant à quelques kilomètres de la Suisse, j'ai plus un accent suisse qu'un accent chantant comme les Toulousains, Merchadier, le Bayonnais, Sarah et surtout tous les sudistes, quoi, bien entendu. Et ça dure combien de temps? Parce que je crois que tu dis quelque part que vous étiez un peu les boucs émissaires, mais c'est plutôt sympathique qu'autre chose, non? Oui, il y avait chambrage, mais au moins sur ce côté-là, c'était plus de leur côté. Voilà. Alors justement, sur le chambrage, on a eu Jeanne Lopez sur le programme qui nous disait que c'était toi le plus gros chambreur du groupe. Est-ce que tu confirmes? Non, après. Oui, après, pas au début, mais après, effectivement, que tu étais le plus gros chambreur. À l'époque, un franc-comtois parlait pas beaucoup, comme je ressemblais à mon papa qui parlait pas du tout, et même maintenant, je me rattrape, quoi. Voilà, quoi. Ouais, et Jacques, on peut rajouter franc-comtois d'origine sicilienne. Exactement. On est quand même sur 2 régions un peu teaseuses, quand même. Hein. La religion de l'Omerta, ouais. Pas trop sicilien, mais mes grands-parents étaient origine de la Romagne, Rimini, Riccione et tout ça. Voilà, l'Adriatique, quoi. Voilà. Ouais, ok. Le sud, alors. Ok. Mais je réfute pas le sicilien. Hein. Voilà. Et donc c'est vrai que on était beaucoup chambrés, mais à l'époque et maintenant c'est vrai que je suis un gros chambreur, un peu comme tous les sportifs hein, quand je vois encore. Mais comment t'as changé justement? Comment t'es passé d'un homme plutôt, comme tu dis, plus taiseux, etc., à un gros chambreur? Qu'est-ce qui a été le déclic pour
Ça a été grâce à mes copains, déjà pour montrer qu'on existait. Alors d'abord, dans la vie de tous les jours, on mangeait tous ensemble le midi et avant de repartir, certains avaient des cours, d'autres partaient dans les appartements. C'est là que j'ai appris à jouer à la coinche stéphanoise, au yams et tout ça. Et là, ça a commencé à se libérer, à se chambrer, à rigoler des uns et des autres, quoi. Voilà, quoi. Donc, Ils ont libéré un tigre. Tes voilà. copains ont libéré un tigre. Ouais. Voilà. Apparemment, tu es le meilleur joueur de cartes de toute l'histoire du foot français, si je comprends bien. D'après, je crois que c'est Larquet qui dit ça, que tu étais un peu redoutable dans tous les dans tous les jeux de cartes. Oui, je sais pas comment vous faites pour savoir tout ça, mais comme je vous l'ai dit, j'ai été élevé dans un bar-restaurant. À l'époque, il y avait rien, quoi. Il y avait aussi beaucoup, mes grands-parents qui avaient pris l'hôtel-restaurant du village, un bel établissement. Ils avaient rendu aussi beaucoup de choses parce que j'ai vu passer, je sais pas, moi, peut-être une centaine d'Italiens qui arrivaient d'Italie, que mes grands-parents hébergeaient. Je peux vous dire que s'ils avaient fait payer tous les Italiens, mes grands-parents, non, mais C'était un c'était château. incroyable. La gentillesse de mes grands-parents et de mon papa après. Dans les hivers de l'époque, quand tous les Italiens qui étaient plus des ouvriers de bâtiment ne pouvaient pas travailler, et pendant des jours et des jours, ça jouait aux cartes et tout ça. Ils m'ont appris à jouer aux cartes italiennes et les Français apprenaient aux Italiens à jouer au rami, au tarot et tout. Et puis je me mettais souvent derrière mon papa parce que moi, si j'étais, bon, je veux pas dire que je suis exceptionnel, mais c'est vrai que c'est comme tout. Si vous aimez, vous apprenez plus vite et voilà. Et mon papa était un admirable joueur de cartes et de tarot et j'ai appris comme ça et voilà. Alors, petite question, parce qu'on a eu Olivier Rouillet sur le programme qui nous disait que lui aussi jouait beaucoup aux cartes avec Michel Platini. C'est vrai. Quand tu jouais avec Platini, qui était le meilleur de vous deux et comment il réagissait quand tu le battais? Parce qu'apparemment, c'est un très très mauvais perdant aux cartes. Ce n'est qu'un mauvais perdant, Platoche. À tout, à tout. Au golf, aux cartes, à la pétanque, à tout, tout, tout. Moi, j'acceptais alors, tout dépend du jeu qu'on jouait, mais on peut dire 50-50, parce qu'il a aussi Ah oui, quand d'origine même. italienne, Platoche. Voilà. Et je me rappelle, on était rentré un jour, on avait fait une tournée à Tahiti. On avait fait Tahiti-Saint-Étienne. On a dû jouer 20 heures. Alors, des fois, on jouait à 4 ou 5. Et dès que les autres arrêtaient, ils me forçaient à jouer alors que j'avais une envie de dormir et tout. Ah non, mais Platoche était infernal. Moi, j'aimais jouer aux cartes. D'ailleurs, des fois, Roby me disait, Jaco, arrête. J'ai dit, Roby, mais c'est pas moi qui les entraîne. Ils veulent jouer aussi parce que ce qu'on faisait à l'époque, Saint-Étienne était en avance de tout le monde. On était Ah, vous aviez une des votre avion, hein. premières équipes à partir le matin du match en avion et rentrer le soir. Dès qu'on était dans l'avion, c'était coinche. Dans les chambres, par contre, on disait on joue jusqu'à 2 heures et après on fait la sieste, mais de midi et demi, parce que les repas à l'époque, c'était 20 minutes, manger carottes râpées, tomates et un morceau de poisson en 25 minutes et tout le monde mangeait à 2000 à l'heure parce que vous voulez jouer aux cartes. Et là, on jouait soit au tarot, soit au poker. Là, on était 6-7, on jouait au poker. Et Roby savait que celui qui tenait les comptes, c'était moi, quoi. Donc, il disait arrête, mais j'ai dit Roby, voilà, donc les frères Revelli, Babat, Battenet, Lopez, Larquet à l'époque. Après, ça a été à nouveau Lopez, ça a été Larios, Platini, Rep, voyez. Donc, à l'époque, il n'y avait pas comme maintenant. Et c'est ce que regrettent beaucoup d'entraîneurs de maintenant, c'est que les joueurs, vous pouvez pas leur dire, fais une partie de coinche. Eux, ils se mettent tout de suite avec leur iPhone et tout ça. Mais c'est vrai que non seulement j'aime jouer aux cartes, c'est vrai que je me défends très très bien, voilà. C'était avec de l'argent? Ah oui, on faisait de l'argent, oui, on jouait. On payait que tous les mois. Il y avait d'abord moi-même, après Babat. J'ai dit Babat, tu prends un peu aussi ça. Après, ça a été Christian Lopez qui tenait aussi la caisse. C'est à chaque mois qu'on arrivait dans le vestiaire, je disais bah tiens Jean-Michel, tu dois tant, voilà. Donc, mais il y a des parties de cartes, mais mémorables quoi. Par exemple, le soir de la demi-finale retour à Eindhoven, quand on se qualifie 0-0, à part les deux étrangers, Osvaldo et Ivan, qui étaient eux aussi déjà en chambre individuelle, alors que nous, on n'avait pas le droit.
on était les 14, ceux qui jouaient et ceux qui regardaient tout ça, et on a passé 1 heure et demie à 14 la veille de la demi-finale retour, quoi. Voilà, quoi. Et qui est un des plus beaux matchs d'ailleurs, un des matchs les plus solides de cette équipe. Je crois que c'est le match préféré de Babat. Il dit que c'est là où l'équipe a été la plus solide, la Voilà. demi-finale contre Eindhoven. Donc c'est peut-être les cartes. Alors après, c'est toujours pareil. Il y a ce qu'on a vécu ensemble, donc cette demi-finale, même si moi je suis rentré à la fin, alors que d'autres ne sont pas rentrés. Mais pour moi, le plus beau match à l'extérieur qu'on a fait, parce qu'en plus j'étais titulaire à l'époque, j'ai gagné mes galons de titulaire, c'est à Liverpool, quoi. Parce que jamais on doit se faire éliminer. Et chaque fois qu'on se voit, on reproche à Christian Lopez, à Pépès, quoi. Alors, il a Ouais. couru Pas l'avoir 30 mètres descendu, à hein. côté de Ferklouk, alors que il a qu'à surtout qu'à l'époque, il leur tient par le maillot. Vous savez que Lopez a quand même été le seul défenseur à ne pas prendre un carton dans sa carrière, quoi. Alors que là, s'il retient Ferklouk au départ, l'arbitre, il va lui mettre un carton. Allez, parce qu'à l'époque, pour que les arbitres mettent des cartons, je peux vous dire qu'il fallait en faire, quoi. Et Il puis fallait y 2-1, aller, et ouais. c'est fini. Et on se qualifie en plus, quoi. Voilà, quoi. Et pour moi, ce jour-là, une ambiance extraordinaire, quoi, hein. Bon, Liverpool, tout le monde connaît l'ambiance Phil Road. Ce jour-là, en plus, à un moment donné, je donne un ballon à Dominique Rocheteau qui se fait sécher par Kennedy. 30 secondes après, le ballon vient pareil. Qui gagne prend le ballon, je t'y en mets une bonne, quoi. Et là, pendant tout le match, quand je touchais le ballon, déjà qu'on était sifflé, mais alors là, Santini en a pris les oreilles ce jour-là, quoi. Non, non, mais c'est vrai qu'à là-bas, bon, moi j'ai joué un quart d'heure, 20 minutes, mais les mecs ont été héroïques. Personne vous a parlé de l'anecdote. De la partie de cartes? Non, 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 sur le terrain. Non, Ah non. vas-y. Ah non, vas-y, on écoute. Ils avaient un géant devant Ekström, le Suédois. J'espère qu'Yvan n'écoutera pas ça, quoi. On va pas lui envoyer. Je savais parce qu'on écoutait tout, on était tous ensemble. Et il dit le premier corner ou premier coup franc, je crois qu'il l'a dit à Pépez et à notre regretté Gérard Farison. Il dit tu t'occupes pas, tu vas dans le but. Et Yvan n'a pas joué le ballon sur ce premier coup franc, quoi. Et le grand, il a fait, vous savez, comme les boxeurs quand ils veulent revenir et tout ça, et il est dit, quoi. Et Yvan, il a été tranquille tout le match, quoi. Voilà. Donc protection rapprochée. Voilà. Donc oui, effectivement, on arrive à Saint-Étienne, donc pour relier, voilà. Et là, c'est nos débuts en CFA, la Coupe Gambardella. Et tu joues quel poste d'ailleurs, Jacques, à ce moment-là? Je jouais très en avant. Je jouais donc à côté de Patrick Revelli, quoi. Et c'était quoi tes qualités, notamment en intrinsèque et par rapport à tes camarades de jeu? C'était quoi les grosses qualités de Jacques Santini à l'époque? J'avais déjà, comme ça a été prouvé après, quand j'ai reculé le poste, c'était un grand abattage, une super frappe, très adroit devant le but. J'ai marqué une année d'ailleurs, dans les 2 années de formation, j'ai été meilleur buteur du groupe centre. En jouant un peu derrière Patrick, quoi. Et puis, un peu comme Christian Sarah qui était du côté, mais je pouvais jouer aussi bien court que long, quoi. J'avais un jeu assez complet, d'où le travail que m'avait fait faire mon papa pour ce concours de jeunes footballeurs. Et donc, j'étais assez complet à l'époque, quoi. Voilà, quoi. Et donc, tes 2 premières années, c'est entraînement hyper physique de Robert Herbin. Vous êtes aussi Non, au non, non. bataillon Ah, de oui. Joinville. Quand on est devenu pro. Ouais. Ouais, à partir de 72, effectivement, voilà, voilà. Et quand tu fais le bataillon de Joinville, Roby n'est pas encore entraîneur, c'est ça? Ah non, 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 D'accord. non, non. Roby était encore joueur, là, puisqu'on a fait le bataillon de Joinville la 2e saison à Saint-Étienne, 70-71. D'accord. Et donc, Christian Silguel nous racontait que les voyages en train, c'était des grosses parties de rigolade. Apparemment, Alors là, je crois que c'était c'était Mère Chadier qui te impressionnant. faisait, mais alors il disait qu'il te faisait pisser de rire. Je reprends l'expression que le ch'ti nous a raconté. Parce que, bon, déjà, faut se remémorer qu'on prenait le train à 5 heures du mat à Saint-Étienne pour être à 13 heures à Fontainebleau, à côté de Paris. Donc, Pépi, qui connaissait déjà une fille qui est devenue sa femme, avait une Opel Kadett. Donc, il faisait le tour de Saint-Étienne pour récupérer, mais on était 6 dans l'Opel Kadett, Ah ouais. avec des sacs immenses d'une marque, on peut le dire, Adidas. C'était marqué, des gros sacs noirs marqués Adidas. Et on montait dans le train. Donc, de 5 à 6, c'était Saint-Étienne-Lyon, où là, on récupérait les Lyonnais, Lacombe, voilà. Et donc, c'était déjà, alors Bernard, la plupart,
et tout. Et puis là, alors là, c'était déconnade. On essayait de bloquer 2 compartiments. Je vous dirai pas parce que il y a des choses qui se disent pas, mais pour pouvoir avoir les 2 compartiments pour nous, on faisait n'importe quoi. Et puis alors après, c'était entre les Lyonnais et puis bon, je sais pas si le Christian qui était très lié aussi avec Alain Merchadier parce que ce sont deux qui aimaient bien pêcher, qui aimaient bien chasser, donc les jours de repos ils étaient souvent ensemble. Mais c'était, je veux pas dire qu'il pourrait être un humoriste comme ceux qu'on voit, mais moi des fois j'allais m'enfermer dans les toilettes parce que j'en pouvais plus tellement. Mais entre comment il racontait et les mimiques de Merchad, mais c'était impressionnant, quoi. C'était impressionnant, quoi. Et donc, c'était rigolade sur rigolade. On arrivait à 10 heures à Paris, gare de Lyon. La direction, le buffet, steak frites salade à 10 heures du matin. La bibine, on sautait dans le train à 11h30. Il y avait 40 minutes pour Fontainebleau. Là, on se battait pour avoir un taxi ou quoi. La plupart du temps, on faisait ça en courant pour être à 1h30 au rapport à l'armée, quoi. Voilà. Donc, on a fait ça pendant 1 an. Et là, on a côtoyé, bien sûr. Là, j'ai une pensée pour Christian d'Alger qui nous a quittés. Ouais. Bon, il y avait Michel Mézy, il y avait tous eux qui partaient à l'armée à leur âge, quoi. Voilà. Et puis surtout, on a vécu des moments fabuleux. Parce que on était dans un bâtiment où il y avait les rugbyman qui étaient au rez-de-chaussée et les footeux, donc on était au premier étage. Et on était mélangés, tout ça et tout, que ce soit... Alors ce qui est bien, c'est que le matin, on faisait tous ce qu'on appelait l'instruction militaire. On maniait des armes, on allait au tir, on a fait des gardes de nuit comme tout militaire, quoi. Et l'après-midi, on avait des entraîneurs, donc... Monsieur Lucien Troupel, pour ceux qui s'en rappellent, qui s'occupait de nous, et on faisait l'équipe de France militaire. Voilà, du lundi au vendredi, et le vendredi soir, on redescendait à Saint-Étienne, et pour la plupart, on jouait dans l'équipe réserve, voilà quoi. Donc, puis après, bien entendu, 70, 71, 71, 72, là, on a tous commencé vraiment à toucher un peu plus l'équipe professionnelle, puisque l'année d'avant, il faut se rappeler qu'il y a eu une décision que nous, on comprenait pas, mais bon, après, c'était Monsieur Rocher, qui avait écarté Carnus et Bosquet de l'équipe professionnelle. Ils voulaient partir à Marseille, ouais. Non seulement ils avaient perdu le titre cette année-là, contre Marseille d'ailleurs, le club avait profité à ce moment-là, certains étaient partis. Roland Mitterrand, vous voyez, la grande ossature de l'équipe stéphanoise de l'époque. Et c'est comme ça qu'on a commencé à toucher tous à tour de rôle l'équipe professionnelle, avec encore Monsieur Batteux comme entraîneur. Voilà. Et Carnus, vous aviez une super relation avec lui, il me semble. Il vous prenait un peu sous votre aile, hein. Ah oui, oui, oui. Il y en avait 3, quoi. Il y avait Georges Carnus et Georges Beretta. Je sais pas si c'est les prénoms qui voulaient ça, mais quand les autres pros nous chambraient, Bosquier, Paulny, tous ceux-là, ils nous disaient laisse passer, laisse faire et tout. Et puis il y avait aussi, moi, je sais pas, j'ai toujours eu une approche, mais c'était différent parce que autant les deux joueurs nous transmettaient aussi des choses, c'était avec Salif Keita, quoi. Quand je voyais les équipes que faisait Monsieur Batteux de 6-6, de 5-5, dès que je voyais que je jouais avec Salif, j'étais transformé, quoi. Parce que ça a été le plus grand joueur de tous les temps qu'a porté les couleurs vertes. Salif au-dessus de tous ceux qui sont passés, même après Platoche. Salif était au-dessus de Platoche. Moi, ce que je l'ai vu faire aux entraînements et dans les matchs, Salifou, quand on a débuté, en plus, le premier match pro en tant que titulaire avec Monsieur Batteux, on gagne au Resta et à un moment donné, je peux presque marquer, mais avec la voix, bien sûr, de sa nationalité malienne, j'entends qu'il m'appelle, quoi. Et je lui ai donné, et il marque, et donc il est venu vers moi, et c'est un dimanche après-midi au Restart, on jouait tout en blanc, parce que le club du Restart, banlieue parisienne, pour ceux qui connaissent pas, il jouait en vert à l'époque, donc l'équipe qui jouait à l'extérieur est obligée, on avait joué tout en blanc dans un terrain, je pense pas qu'un joueur pro de maintenant oserait mettre
des crampons, quoi, parce que c'était boueux de chez boueux, quoi. Et Scott Bauer, voilà. Maintenant, il est meilleur parce qu'il est en synthétique, là. J'y étais il y a pas longtemps, donc il est en synthétique, voilà. Donc, voilà. Donc, et Robbie prend l'équipe en 72, et là, on rentre pleinement dans l'effectif professionnel de l'AS Saint-Étienne, voilà. Avant d'être pro, comment ça se passait niveau salaire? T'étais payé ou vous aviez quelque chose? Oui, on avait des fiches de paye. D'accord. Alors, pour pas qu'il y ait de là aussi, on était trop ingénus à l'époque, mais après, on a compris un peu. C'est-à-dire qu'on avait tout le groupe des jeunes, on avait tous le même salaire, mais il est vrai que certains, j'en ai profité aussi un peu la deuxième année quand j'ai été international junior, on avait des primes un peu, pas de résultats, mais de production, quoi, parce qu'on était un peu meilleur que certains de nos copains, et on avait appris après qu'un ou deux, comme Sarah, avaient eu des primes d'engagement à la signature après. Voilà. Ah oui. Mais de toute façon, toi, tu te refaisais sur les parties de poker de toutes les façons. Ah non, à l'époque, non, on jouait pas. C'était nos débuts, de le dire maintenant. On commençait, bien sûr, à 18, 19 ans, à être plus que des garçons, hein, donc des petits hommes. Monsieur Garonner essayait de ne pas le savoir, mais on faisait un peu de strip poker dans les appartes, voilà, quoi. Donc, voilà. D'accord. Vous étiez donc 7, vous êtes tous jeunes, vous êtes loin, enfin pas hyper loin, mais quand même loin des parents. Est-ce que c'est facile de pas dégoupiller à ce moment-là? Ah non, Parce que non. vous êtes livré à vous-même, vous êtes quand même 7 en pleine force de l'âge. Mhm. Alors je sais qu'il y a Pierre Garonner qui garde quand même un œil. J'ai Voilà. l'impression qu'il c'est pas Giroud, quoi. Il vous surveille, mais il vous laisse quand même une petite marge de manœuvre. Il y avait toujours quelqu'un qui nous surveillait, aussi une grande pensée à un homme qui a été important pour nous tous. Je sais pas si mes coéquipiers vous en ont parlé. C'est Monsieur Philippe, Robert Philippe, Ouais. qui s'occupait de l'équipe réserve, qui s'occupait de l'équipe Gambardella, qui a été toujours tout près de nous. Les 2 ou 3 entraîneurs, il y avait une troisième équipe senior, il y avait l'équipe normale de junior, puisque la Gambardella, c'est pour l'équipe junior, donc il y avait tout ça, quoi. Non, on savait qu'on était plus ou moins surveillés, mais je peux vous dire, entre guillemets, personne n'en profitait de cette liberté d'être en appartement en ville. Je veux pas dire qu'on était, puisqu'un de ceux qui est un ami à moi, même s'il est un peu plus âgé que moi, il tenait une boîte de nuit à l'époque. Et donc, de temps en temps, mais on faisait pas n'importe quoi. On y allait parce que c'était ouvert le dimanche après-midi et qu'on jouait le samedi. Vous voyez, voilà. Je peux vous dire que cette bande-là, autant après, il y a eu un peu des joueurs qui ont disparu, mais qui étaient des bons joueurs, qui auraient pu être pros, comme l'a été quand ils nous ont rejoint Battenet ou Dominique Rocheteau, quoi. Il y avait 2-3 joueurs qui étaient vraiment de notre niveau, voire meilleurs, mais qui ont disparu parce qu'ils se sont pas mis des barrières. Vous voyez, nous, on se mettait des barrières, c'est-à-dire qu'on sortait peut-être un peu le lundi ou le mardi, on se faisait peut-être un ciné, mais à partir du jeudi, on jouait le dimanche. Personne ne sortait, quoi, presque personne. On restait, on jouait au tarot, on jouait, voilà. Donc non, on n'a pas profité. J'ai passé, moi, vous connaissez après toute ma carrière en tant que joueur et surtout entraîneur. Quand je voyais les centres de formation quand j'y étais, je me disais, mais à une autre époque, ils auraient été tout le temps en ville et tous les mecs. Mais nous, non. Il y avait aussi M. Olesiak qui était responsable un peu de la scolarité, qui nous surveillait. Il y avait un pompier, M. Mespoulet, qui nous a appris à connaître notre corps et tout ça, quoi. On le chambrait un peu parce qu'il nous apprenait, je sais pas si vous avez eu l'occasion de connaître les feuilletons français, les brigades du Tigre, vous savez. Oui, bien sûr. Voilà, Ouais. et avec les coupiers de flanc, les trucs comme ça, la boxe et tout, voilà. Donc, ça, c'est tous des souvenirs. Voilà, comme ça. Non, mais c'était Monsieur Mespoulet, il s'appelait et tout, quoi. Et il nous prenait 2 soirs par semaine dans une pièce. Mais il y aurait, attendez, maintenant, les jeunes pros, ils iraient pas. Les parents, ils porteraient plainte, quoi. Il y avait juste un espalier, 3 tapis sur une dalle en béton. Et l'hiver, entre guillemets, on avait froid, mais on rigolait tellement et ça nous tardait des fois le mardi ou le vendredi de le retrouver. Ils nous apprenaient ça, quoi. C'était un pompier, quoi. Et c'était de la self-défense, c'était de la Voilà, baston, oui, quoi. non, mais aussi à l'époque, il n'y avait pas peut-être l'éducation physique comme maintenant, la raideur au niveau des hanches. Il nous a appris tout ce qui était gestuel et tout ça. C'était impressionnant, quoi. C'était impressionnant, quoi. D'où, comme je vous disais, Saint-Étienne est en avance sur beaucoup de domaines dans la formation au niveau des gamins. Les autres clubs, quand on les retrouvait en équipe de France Junior, les autres, ils faisaient que du
ballon, quoi. Ils avaient pas de complément de travail. Les abdos, les obliques, les pompes, tout ça, on faisait tout. Ah non, c'était impressionnant, quoi. Voilà. Et les anciens sont bienveillants. Je sais que j'avais lu quelque part que lors de tes premiers entraînements, tu te fais engueuler par Georges Polny et il t'engueule tellement que tu as envie de partir. Pas que j'ai envie, j'appelle mon père. Ah, carrément. Ah oui, oui, il y avait un téléphone qui servait aux journalistes de l'époque, qui était branché parce que les clubs ne partaient pas en stage et donc c'était les premiers jours de mon arrivée. Et M. Garonner avait dit, voilà, s'il y a quoi que ce soit, il y a un téléphone en haut. Et donc j'ai demandé à l'intendant de l'époque, parce qu'il y avait déjà un intendant, moi je tombais des nues, hein, je fais une petite aparté là. On arrivait, on n'avait pas de sac, quoi. L'intendant lavait les maillots d'entraînement, tout ça et tout. Il s'appelait Jeannot. Je lui dis, Jeannot, est-ce que je peux appeler mon papa? Il me dit, oui, oui. Je lui dis, oui, oui, je te promets que c'est mon papa, parce qu'il fallait pas utiliser. Et j'appelle mon papa. En plus, ça devait être 12h30. Il était en plein service, donc je sais plus qui c'est qui décroche, c'est même un client qui doit décrocher. Et il dit, Jean, il y a ton fils qui veut te parler, tout. Alors, mon père, c'était rare qu'il abandonnait le service. Mais s'il a entendu que c'était moi qui appelais, il m'a toujours dit, je savais qu'il y avait quelque chose, quoi. Et quand il a entendu ma voix, déjà, il était rassuré. Il dit, bon, c'est pas une connerie. J'ai dit, papa, faut que tu viennes me chercher. Ah, voilà. Il me dit, qu'est-ce qui, bon, alors moi, je l'ai su qu'après, il a fini, il a appelé M. Garonner et tout, parce que le matin, on faisait des matchs 6 contre 6, avec ou sans gardien. Je suis tombé, bon, M. Batteux mettait 2 ou 3 professionnels et 1 ou 2 jeunes comme ça pour mélanger tout. Et je tombe avec les 2 pires de l'époque, Mitorage et Torpolny, qui eux, mais attendez, c'est qu'après, on les a remerciés, parce que c'était des chiens. Même un petit match, ils voulaient gagner. Et bon, et on avait pris 2 fois 4-0 et tout, et Georges Polny dit, hey, toi, t'as qu'à retourner dans ta Franche-Comté et tout ça, comme ça. Oh putain. J'ai dit, tu vas pas me le dire 2 fois, quoi. Et donc, Garonner est venu, je sais pas où il était, il est venu après l'entraînement de l'après-midi, il m'a pris, il m'a dit, j'ai dit, non, non, je veux partir, et j'ai rien dit tout ça, quoi. Mais bon, et là, il s'est renseigné et tout, et voilà, quoi, c'est comme ça. Je l'appelais, bon, maintenant, je veux pas le dire, parce que avec ce qui se passe dans le conflit, un peu à pas très loin de chez nous, quoi, mais je l'avais surnommé Polny à l'époque. Et voilà, quoi. Voilà. Mais comment tu l'avais surnommé? Après, ça a été un super copain parce qu'il était très lié avec Beret. Quand on a arrêté un peu nos carrières et qu'on se rencontrait post notre carrière, qu'on faisait des repas, moi, quand j'arrivais de Toulouse, Georges, qui était sur Saint-Étienne, il était toujours avec nous. Quand on faisait des regroupements d'anciens, qu'on faisait les tournois en salle pour Georges Beretta, Georges Polny était toujours avec nous. Il était toujours avec nous, quoi. Voilà. Ouais, sauf qu'au départ, tu le détestais, quoi. Ah ouais. Bah, je veux pas vous raconter, mais tout ce qu'il nous faisait, je sais pas si vous l'ont dit, mes anciens coéquipiers, on occupait pendant la semaine le vestiaire des visiteurs. Et pour aller chercher nos équipements qui étaient dans le local, fallait traverser le vestiaire des pros. Et donc, on tapait déjà. Attention, fallait taper. Tant qu'ils vous disaient pas rentrer, on rentrait pas. Et après, avant d'aller chercher les affaires, on les saluait, tous un par un, tout ça et tout. On allait chercher nos affaires et tout. Et à Saint-Étienne, quand il faisait -20, on tapait et ils nous laissait 4-5 minutes dehors, ouais, en plein courant d'air. Et des fois, on tendait la main à Georges Polny, il faisait semblant de mettre ses lacets, on attendait. Ah ouais. Et comme j'avais, bon, Bernard Bosquier, ça vous dit quelque chose? Bien sûr. J'avais les mêmes pieds, un peu plus petits que Bernard Bosquier, il le savait. Au mois de juillet, quand on reprenait chaque fois l'entraînement, il venait vers moi, il me disait, Jaco, je les veux pour dans 3 semaines, on a le premier match amical. C'est là que Beret et Carnus, ils savaient ça, que les vieux pros embêtaient les jeunes comme nous et tout. Ils disaient, non, non, ce que tu fais, tu les mets pas pendant l'entraînement. Tu prends la douche avec, et après la douche, tu mets des papiers dans, comment ça s'appelle pas, les chausse-pieds? Les embauchoirs. Voilà, qui servaient spray et tout ça. Pendant 3 semaines, je prenais la douche avec les chaussures de Monsieur Bosquier pour que lui, il puisse les mettre, parce qu'à l'époque, les chaussures qui n'étaient pas des pantoufles comme maintenant, le cuir, c'était du cuir, hein, je peux vous dire. Hein. Mais c'était des super pompes. Hein. Quand je vois maintenant les mecs, là, j'ai encore vu 1 ou 2 matchs hier de la Coupe d'Afrique, ils se marchent dessus, on dirait qu'ils ont tout le coup de pied ou les doigts de pied cassés. Il n'y a plus rien dans les chaussures, donc dès qu'il y a une pression, c'est les orteils qui prennent, quoi, voilà. Quoi. Nos bizutages à l'époque, quoi. Nos bizutages à l'époque. Et pourquoi t'es resté? Parce que tu voulais partir?
Et qu'est-ce qui t'a Ah non, mais appris? parce que M. Baronner m'a dit, voilà, et tout, t'occupe pas. Puis bon, après, il avait dû appeler peut-être Carnus, même Bosquet, avec qui on avait un lien particulier, parce que ma maman connaissait très bien l'épouse de Bernard Bosquet à l'époque. Parce elles avaient travaillé un peu ensemble, parce que Bosquet jouait à Sochaux à l'époque, avant de venir à Saint-Étienne. Et d'ailleurs, il y a aussi un ancien Sochалien qui fricotait avec une fille à l'époque de mon village, André Guy. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, qui Non, a joué à non, Lyon, à ça. Saint-Étienne et tout, et qui était venu me voir jouer à l'époque. Et quand il était venu à Saint-Étienne, il a dit, mais il y a un jeune à Fèche-le-Châtel, il joue en minime. Faudrait voir ce qu'il fait déjà en minime, quoi. Et en plus, moi, j'avais 2 clubs à l'époque quand j'étais gamin. C'était bien entendu le Stade de Reims, puisque donc faisant des stages d'entraîneur, m'avait amené un jour le maillot de Robert Jonquet, et puis Saint-Étienne. Saint-Étienne, ça m'a toujours flashé, les années 66, 67, bien avant que je vienne, quoi. Voilà. À quel moment est-ce que tu sens, quand tu signes pro d'abord, est-ce que c'est à ce moment-là, il me semble que vous avez cette offre de Roger Rocher qui dit soit vous signez tous les 7 au même tarif, soit j'en signe aucun, hein, c'est ça? Il y a un peu de ça, quoi. Mais bon, à l'époque, on n'avait pas d'agent comme maintenant. Ce Rocher ne Ouais. pourrait pas parler comme ça. C'est l'agent qui lui dirait, ce Rocher, c'est tant, et autrement, il signe pas chez vous, quoi. Dans ce proposition, il y avait aussi Monsieur Paré. Toujours. Quand vous citez Rocher Garonner, Monsieur Paré, où était pas loin, où était l'instigateur de tout ça? Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'était déjà, puisque juste avant, il y avait eu déjà les premières luttes syndicales de l'UNFP avec ce fameux contrat à temps. Le Et contrat nous, ils CDI, nous ouais. avaient bloqués. Donc, on signait pour qu'on soit libre à 27 ans. Alors, Pierre Repellini, qui était le plus vieux, avait signé 5 ans. Sarah Sinagel et Patrick Revelli, 6 ans. Alain Merchadier et moi, qu'on était de 52, puisqu'on avait signé dans l'année des 20 ans, 7 ans. Et Christian Lopez, qui était un an plus jeune que nous, avait signé 8 ans. Voilà. Et C'est après, pareil, incroyable de nos jours. suivant la carrière que l'on faisait, effectivement, on était augmenté, on avait des primes supplémentaires. Si on jouait tant de matchs, il y en a qui étaient internationaux, tout ça. Après, chacun a fait l'augmentation salariale due à ses mérites, quoi. Voilà. Mais est-ce que tu te souviens du moment où effectivement les dirigeants de Saint-Étienne vous proposent ce deal qui est dire vous signez tous ou alors on n'en prend aucun? Tu t'en souviens? Comment ça s'est Ah oui, passé? oui, 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 bah c'était Monsieur Rocher, ça, hein, voilà quoi. Donc, comme tout se sait, avec les anciens encore qui étaient au club, comme Berrette et tout, et il y avait encore Aimé Jacquet, on savait que bon, que c'était acté, quoi. Parce que entre la signature, il y avait aussi le oui ou non de Robert Herbin. Il dit, je repars, mais avec les jeunes. Il voulait plus beaucoup de ses anciens coéquipiers, quoi. Voilà, donc ça, on le savait aussi. T'as pas réfléchi très longtemps. J'imagine que tu voulais continuer à Saint-Étienne. Bah oui, Vous en bah faisiez oui. pas une histoire d'argent, tu voulais vivre la passion. Ah non, 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 là, alors là, là, c'était d'abord, vous gagnez quelque chose et vous touchez quelque chose. C'est pas comme maintenant quand j'entends les journalistes français ça me fatigue des fois. Dès qu'il y a un joueur qui rentre, qui marque un but, c'est la nouvelle pépite. Il y a l'agent qui tape. Oui, c'est Non, ça. non, mais c'est Pépite, c'est le infernal. terme que l'équipe adore utiliser Voilà, la pour tout pépite joueur et de moins tout. de 20 Voilà. ans. Et je suis déçu parce que quand je vois maintenant, vous savez, en France, il y a beaucoup d'émissions auxquelles participent des anciens footeux, mais moi, je me rappelle quand j'ai travaillé pour Canal, jamais j'ai parlé comme ça, jamais. Mais là, c'est incroyable, incroyable. Mais je pense qu'ils sont, vous savez, si vous dites ça du mal de Pierre, l'agent de Pierre vous donnera pas les infos avec qui il est en contact et tout. Et c'est ça qui, je veux pas dire heureusement que j'ai 70 balais, mais pareil, quand je vais souvent à Lyon, je discute avec beaucoup, là. On est avec Fleury Dinalo, Bernard Lacombe, tous ceux-là, mais même Bernard, il en peut plus avec son club, là. Depuis 2, 3 ans, il en peut plus, là. Il en peut plus non plus. Oui, bah, Textor. Oui, vous connaissez peut-être mieux que moi. Non, on connaît pas du tout. Moi, on connaît de l'extérieur, mais on voit juste c'est un Voilà, peu voilà. Non, mais quand je dis, parce qu'il triste, vient de quoi. là-bas, quoi. Voilà. Voilà. Ouais. Ouais, il vient des États-Unis. Ouais, bon, il a un peu fait n'importe quoi ici aussi, hein. C'est ça qui est marrant. On est tous d'accord et tout, donc et la première année, donc 72-73, je reviens à une de vos questions. Alors là, Robert Herbin avait été marqué par une défaite qui pour lui a été une humiliation quand il était joueur, quand Zéné, donc avec Robbie dans l'équipe, avait pris 4-0 au Celtic de Glasgow. Et ils avaient été tellement laminés physiquement, tactiquement, et puis surtout dans le jeu de tête, que quand il a pris l'équipe,
Ce sont 3 choses qu'il a mis d'entrée dans toutes ses séances d'entraînement. Et je pense que mes copains au bout l'ont dit. Moi, le mardi, donc on sortait des vestiaires, on passait devant l'intendant, il nous sortait les 2 filets de ballon comme ça. Il disait respirez bien parce que ce matin, vous n'allez pas les toucher. Et on faisait plus d'1 heure et demie de travail physique. Si bien que moi, souvent les mardis midi, quand je rentrais à la maison, j'allais me coucher. Je me réveillais à 15 heures pour manger un steak et repartir pour s'entraîner à 16h30. Et ça, pendant 4-5 mois, le temps que je dirais que l'organisme s'adapte à ce travail-là. Des fois, on s'en parlait sous la douche parce qu'il nous faisait faire des sauts, des courses, du saut à la corde, des medicine ball, flexion, détente, qu'on pensait qu'on avait des jambes, des cuisses qui étaient comme des cuisses d'haltérophilie, quoi. Incroyable, quoi. Mais ce qui est incroyable, c'est que vous faisiez tout le temps les mêmes exercices pendant des années. Il y avait quasiment 0 variation. 0. Mardi, c'était séance physique. L'après-midi, les fameux jeux que je vous dis, 6 contre 6. Il y avait 4 équipes. Même Ivan Kurkovic jouait dans le champ. Il n'y avait pas de gardien. Le lendemain, tir au but spécifique pour Kurko, 1 heure et demie. Jeudi matin, 30 minutes d'initiation ou d'amélioration du jeu de tête, tournoi de jeu de tête. Vendredi matin, séance athlétique sans toucher les ballons pendant 45 minutes la veille du match. Et on jouait le samedi. Et le dimanche, 45 minutes de décrassage. Voilà. Et évidemment, il n'y avait pas moyen de le faire changer d'avis quand il... Jamais. D'accord. Jamais. Du moins, tant que Robbie était là. À une époque, après, Robbie, pour X raisons, un jour, il m'appelle dans le bureau. Après l'entraînement du jeudi, il me dit, demain, c'est toi qui fais la séance d'entraînement. Cool. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? T'as un problème, Robbie? Non, je veux que ce soit toi qui fasses la séance d'entraînement. Et moi, comme je passais mes diplômes d'entraîneur à l'époque, le côté répétitif, tout ça, on en parlait avec ceux qui... Formateurs. Georges Beretta était parti déjà. J'avais passé mes diplômes avec lui et j'ai dit, bon, j'ai mis 2-3 trucs nouveaux. Donc, on fait la séance. Le lendemain, on joue, je sais plus où, mais je sais qu'on gagne, je marque. Et le lendemain, il me dit, Jaco, tu fais le décrassage. Pareil. Donc, au lieu de faire que la séance de rugby, je prends des ballons pour que les gars jonglent un peu au lieu de faire des exercices avec les bâtons. Et là, il m'appelle, il me dit, ils sont bien tes exercices. Mais si je te reconfie ça, tu fais la même séance que moi. Aïe, aïe, aïe. Ah ouais? Alors après, quand il a su que que je passais mes diplômes, il avait toujours, alors je sais pas pourquoi, parce que même que vous savez, vous avez connu ma carrière, j'ai été quand même plus de 18 mois à connaître tous les bancs de touche de France et d'Europe que de connaître les pelouses, quoi. Mais tout le monde, hein, même Pierre Repellini, Alain Merchadier, bon, il y avait entre Sarah et Patrick la place du 3e attaquant par rapport à quand Dominique Rocheteau est venu épauler Hervé. Mais autrement, on savait l'équipe et tout. Mais il voyait qu'on était là, quoi. Comme à la mi-temps de Kiev, par exemple, Robbie, il sentait pas ce qu'il pouvait dire à l'équipe, tellement l'équipe avait été phénoménale et on n'était que 0-0 avec 2 buts à remonter, quoi. Et les mecs, bon, ils étaient des... Puis là, je suis passé dans nos anciens vestiaires et donc il m'a entendu avec Pierre parler aux gars, allez les gars, ça va... Vous voyez? Et ça, c'était en 74-75, quoi. C'était juste après ma blessure. Et il savait aussi que pendant les longs mois de ma blessure, je m'étais occupé d'une équipe à côté de Saint-Étienne. Parce qu'un copain m'a dit, viens de changer les idées, parce qu'à un moment donné, je pensais pas revenir au haut niveau après ma blessure. Et donc, il a senti tout de suite ça en moi, quoi. Voilà. Alors, juste avant qu'on parle de ta blessure, Oui. je voulais juste revenir sur cette mi-temps de ce match contre Kiev. C'est à ce moment-là que pour motiver l'équipe, donc tu dis que Robbie est un peu à court de messages, en tout cas, il sait pas comment les motiver. C'est là que tu parles de ta moustache, c'est ça? Tu dis que si l'équipe gagne, tu te rases la moustache? Je l'avais déjà dit avant. Et tu l'avais dit avant, d'accord. Je l'avais dit la veille. J'ai dit, écoutez, D'accord. on avait tous un pari parce que c'était l'équipe de Russie à l'époque. Ouais, hein. c'était la meilleure équipe dans d'Europe. le contexte, à part le gardien, c'était la meilleure équipe d'Europe à l'époque, quoi. Hein. Oui, je lui ai dit, écoutez, et puis vous savez et tout. Bon, c'est pas ça qu'il a. Non, c'est pas que je les ai motivés. J'allais dire, c'est le truc motivateur qui un peu inattendu. Oh, mais écoutez les gars, Jacques a dit qu'il va se raser la moustache, il faut qu'on gagne ce match.
Non, non, je leur ai dit plutôt les rassurer. Je leur ai dit, allez-y, les gars. Je l'ai pas dit, bon, non, non, parce que ils savaient ce qu'ils avaient à faire et tout, quoi. Et puis, ben, c'est pas ça. C'est aussi Blokin qui se prend pour Dieu le Père, parce que même s'il tire et que Yvan l'arrête ou qu'il tire à côté, bon, s'il marque, c'est plié, quoi, parce qu'après, il fallait marquer 4 buts. Il restait 20 minutes, je sais pas combien. Mais s'il tire, c'est fini, quoi. Et puis, il y a ce coup-là, quoi. Alors après, ben, contre Split, moi, l'anecdote, puisqu'on soit aussi régulièrement avec un qui a pas fait longtemps avec nous, mais qui a fait cette saison-là, c'est Yves Triantafylos, quoi. Ouais, le grec. Le grec, quoi. À 3-1, j'ai dit Tintin. Non, non, c'est Kiev. Non, non, je reviens. Non, là, non, je Oui, m'excuse. Split, il marque deux buts, hein. Il marque 2 buts contre Split. Non, non, c'est contre Split. C'est contre Split. Non, non, mais quand je rentre contre Kiev et tout, ben voilà, quoi, c'est 2-0. Jean-Michel, quand pouvait plus, le rouquin, il dit, vas-y, tu vas y aller. Puis le ballon sortait pas et tout. Et Jean-Michel, il marque. Il pouvait plus marcher sur le terrain. Il a fait un sprint des 18 mètres devant le point de touche. Il est tombé le temps que les autres engagent. Il est sorti, quoi, parce qu'il en pouvait plus, quoi. Ben, pareil, Dominique, quand pouvait plus. Hervé lui dit, ben, mets-toi devant, je vais défendre à ta place. Mais le rouquin, on était tellement, vous savez, c'était comme un jeu de Lego, quoi. Il y avait un truc qui tombait, il y avait un autre qui le remplaçait. Ben, Hervé, il a vu ça tout de suite que Dominique en pouvait plus. Il l'a laissé avançante. Et puis, l'anecdote, c'est que Dominique, il marque le 3e but en position d'avançante, alors que ça aurait dû être Hervé, là, quoi. Voilà, contre Kiev, quoi. Et c'était parce qu'il était cramé, hein. Et depuis, plus de moustache. Voilà. Alors, tu t'es interdit de te remettre la moustache? Non, c'est la parce question que je me posais. que ce soit moi-même et à la maison, me trouvait plus jolie sans la moustache. Ah, D'accord. d'accord. C'était Parce Madame qu'il faut se Santini qui avait rappeler décidé. les années 70-75. Pour ceux qui aiment les chansons, c'était les Bee Gees, hein, c'était les Demis Roussos, c'était Ouais, c'était voilà, moustache et cheveux longs, ouais. et voilà. Et c'était bien Jeannot Lopez qui avait le plus de style dans cette équipe, justement en parlant de moustache et cheveux longs. Ah ben lui, c'était, on l'avait surnommé Black Panard, mais il était toujours un peu, voilà, quoi. Non, mais d'entrée, même à 18-19 ans, moi, j'étais le paysan le plus total. J'arrivais de ma campagne. Lui, il arrivait de Cannes, hein. Faut se dire que Cannes, c'est pas Pêche-le-Châtel, quoi. Mais il est toujours bien habillé. D'ailleurs, l'avantage que j'avais, c'est qu'on avait à peu près la même corpulence. Et une ou deux fois, ben, il avait des super vestes qu'il mettait plus. J'ai dit, Pépez, ah, mais je te les donne pas, je te les vends. Ben, je lui ai dit, si tu veux, combien que tu me les vends? Ah, puis après, j'ai dit, attends, Pépé, c'est parce que on a fait les courses, t'as pas payé le cassoulet. Bon, allez, ça va, allez. Voilà, on s'arrangeait comme ça, quoi. Voilà. D'accord. Black Pana. Bah ça, j'avoue qu'on l'avait pas, ce surnom, on le connaissait C'est pas. parce Hein. qu'il est né à Intemuschen. Ah bah oui, Black Panard et Pied Noir, d'accord. Ben Je viens de voilà. comprendre. Ben, c'est les surnoms. Et aussi, je sais pas si tous les anciens vous ont dit, on parlait souvent entre nous et puis surtout sur le terrain quand on jouait les grandes équipes en verlan. Ah bon? Non, ça, je Oui. savais pas. Ben, Larquet, c'est Kellar, Oui, ça, Lopez, c'est Pezlo, moi, c'est Koja, voilà, ouais, on avait les surnoms, quoi, voilà, comme ça, quoi. Des doubles surnoms. C'était quoi ta vision de l'Arquet? Parce que vous êtes un peu la même personnalité, j'ai l'impression, un peu cérébrale, premier de la classe, qui montre un peu quoi faire par l'exemple. Donc, vous vous entendiez bien tous les deux ou au contraire, ça clashait un peu? On est un peu quand même opposés, quoi, on est un peu opposés, quoi, hein. Jean-Michel, c'est comme quand il est venu commentateur, quoi, c'est comment, d'abord, aussi une présence, pas physique, mais médiatique, quoi, voilà, quoi. Moi, je me refusais ça, quoi. C'était plus le côté collectif que le côté peut-être un peu individuel que représentait Jean-Michel, quoi. Voilà. Il était facile à vivre au quotidien ou parce que nous on le voit un peu comme tu dis comme le commentateur, donc c'est-à-dire des petites critiques en permanence, côté un peu premier de la classe. Est-ce que c'était facile à vivre ou au contraire ça vous motivait? Ah oui, mais nous, quand il nous critiquait et qu'on avait à lui dire, bon, je vous dis pas ce qu'on lui disait quand il revenait pas en termes un peu crus, quoi, hein. Ouais. Même qu'il était notre capitaine, même que c'était Jean-Mi, voilà, non, voilà. Ça se passait très bien, mais bon, et c'est ça la force d'un collectif, c'est qu'il fallait pas qu'on soit
tous de la même image, quoi. Il fallait que tout le monde soit différent à un certain moment. Patrick, c'était pas Sarra ou Rocheteau, mais ils jouaient au même poste. Les 4 milieux de terrain, Batnes, Sinagel, Larquet et moi, une année, j'étais au départ remplaçant. C'est moi qui ai fait le plus de matchs des 4 parce que à un moment donné, il y a eu des blessures. J'ai repris ma place. Je savais que Robbie, le fameux match retour à Munich, par exemple, était à 2 doigts de modifier son milieu de terrain, quoi. Pareil, quand on va jouer à Simferopol le match aller contre Kiev. Je sais qu'il en a parlé au Toubi et tout. Après, c'était Garonner qui venait un peu me dire « Jaco, ne sois pas déçu ». Mais je savais, parce que Jean-Michel souffrait d'un furoncle et il a voulu le faire jouer, quoi. Voilà. Autrement, entre nous, jamais il y a eu de problème sur le terrain, hors le terrain. Bon, après, chacun avait son, comme on appelle, son sous-groupe. Jean-Michel, c'était un peu Hervé, c'était un peu Osvaldo. Nous, c'était plutôt Sinagel, Repellini. Vous voyez, chacun avait Patner, Revelli. Bon, Dominique, lui, c'était la campagne. Chacun, mais non. Bon, après, faut savoir aussi, je sais pas si vous l'avez dans vos notes et tout, c'est que l'année où il est blessé au match aller, juste avant le match aller, donc de Eindhoven, mais l'année suivant notre finale, il est blessé et de remplaçant, je deviens capitaine de l'équipe, quoi. C'est un peu tout ça que mes coéquipiers, Herbin, ressentaient au-delà de la rivalité sportive parce que je jouais souvent au poste de Jean-Michel à l'époque, même si je jouais à la place de Babad, du Ch'ti, voilà. Donc, non, mais on se disait les choses, quoi. Voilà, quoi. Puis, comme je vous dis, les parties de cartes servaient un peu à atténuer tout ça, à chambrer, à prendre ça du bon côté, quoi. Quand Jean-Michel Larquet mettait un peu de jetons, personne ne suivait au poker parce qu'on savait qu'il était blindé, quoi. Lui, avant que, voilà, jamais il bluffait un coup, voilà, quoi. Non. Maintenant, il y en a beaucoup qui en voudraient à celui qui joue à sa place, quoi. Mais nous, non. Après, c'était le choix de Robbie. Mais je savais qu'il y a certains gros matchs. D'ailleurs, ça avait pété l'anecdote. Je reviens donc après ma blessure. Il y a la demi-finale au Parc des Princes en 75 de Coupe de France, alors que je faisais une saison extraordinaire. On venait de se faire éliminer par le Bayern. Il me met même pas dans les 12, quoi, le rouquin. Donc je dis rien, je m'entraîne et après j'ai été le voir. Alors là, ça a pété dans le truc, quoi. Et puis après, non seulement, bon, après, je sais plus qui c'est qui a été plus ou moins blessé. Je suis dans le groupe pour faire la finale contre Lens. Il met 12e, je rentre avec Jean Vion. C'est nous qui faisons tout le travail sur le côté droit. Doudou il centre pour la merveilleuse reprise de volée de Jean-Michel, quoi. Voilà, donc. Un des plus beaux buts de l'histoire de la Coupe. Avec Jean-Michel, non, il n'y a jamais eu de... Même à l'époque, au contraire, le rouquin m'en a voulu pour des raisons... un peu de conflit perso entre Herbin et Larquet, que Robbie, on savait qu'il allait se séparer de Jean-Michel, puisqu'il a plus fait la fin de saison 77. Jean-Michel lui en a voulu parce qu'il n'avait pas mis dans la finale contre Reims, ou même les demi-finales avant. On avait fait un pot et tout, comme c'était moi le capitaine, donc on avait organisé ça avec Yvan, et je sais que le rouquin en avait voulu un peu au groupe, qu'on avait fait ça, quoi. Et puis voilà, quoi, c'est comme ça, hein. C'est la fin de ce premier épisode avec Jacques Santini. On espère que vous l'avez autant apprécié que nous. On se retrouve la semaine prochaine pour une magnifique deuxième partie où il y aura toujours de l'émotion, des anecdotes et plein d'histoires sportives. On parlera évidemment des très grandes campagnes européennes, des Verts de Saint-Étienne, et Jacques continuera à dérouler le fil de ses souvenirs. Merci à toutes et à tous d'être fidèles au podcast des légendes. Comme toutes les semaines, je vous rappelle que vous pouvez rejoindre nos communautés sur Facebook, Instagram, Twitter, YouTube ou encore TikTok, ou sur notre site web où vous trouverez tout le catalogue de nos épisodes ainsi que des articles super intéressants, dont certains assez rigolos qui, je l'espère, vous plairont aussi. www.lepodcastdeslégendes.com. Merci à toutes et à tous. On se retrouve la semaine prochaine sur le podcast des légendes.